Avant de démarrer, je vais juste présenter le contexte de la structure. Comme l'a expliqué Dimitri, on est une structure où il y a des employés, donc on a 2 emplois à temps plein, on a un apprenti et un service civique et 2 stagiaires BPGEPS. Donc voilà, on a un peu de monde pour nous accompagner dans la mise en place des projets. Mais on a été comme tout le monde, donc je l'ai présenté sous forme de timeline un petit peu, ça va défiler à travers le temps pour vous montrer un petit peu ce qu'on a mis en place. Euh, donc sur le premier confinement, on a été comme tout le monde en fait, on s'est retrouvé un peu bête, on ne savait pas trop comment réagir ou comment s'adapter. On a fait du télétravail en étant, je pense, peu efficace pour le coup, dans un premier temps. On a eu une petite période de chômage partiel, de congé, bon, peu importe. Et derrière, on a essayé de s'adapter et de trouver des solutions pour rebondir. La crainte qu'on avait, c'était une perte de licenciés. Comme tous les clubs, je pense, hein, le fait qu'il y ait un arrêt comme ça de la pratique, qu'il n'y ait plus de compétition, on avait peur que derrière, il y ait une baisse. Euh, pour le coup, c'était plus chez les jeunes, la crainte, que chez les adultes. Je pense que là, la crainte s'est inversée avec le temps et le troisième confinement, pardon. Mais sur ce temps-là, en mars-avril 2020, on était plutôt sceptique sur le fait que des jeunes puissent reprendre l'activité. Du coup, on a travaillé avec mon collègue sur un projet qu'on a appelé Educand. L'idée était de pallier ce manque, enfin, cet arrêt brutal de pratique en revenant au plus vite dans le milieu scolaire et notamment dans les écoles sur les temps scolaires, pas sur des temps périscolaires, pas de TAP, voilà, pas de CLAE, je ne sais pas quel terme est utilisé chez vous. L'idée était vraiment d'agir dans les écoles et pas forcément d'agir nous, de créer un document qui pouvait être pris en main par les professeurs des écoles. Donc, le projet consiste en une création de 2 documents. Un document qui est un document d'animation pédagogique, donc de situation handball, comme vous pouvez trouver dans les documents qui sont faits par la Fédé sur le premier pas. On a construit ces documents-là comme ça, en détaillant toutes les actions, la mise en place, le matériel, en mettant des schémas. Et ça correspondait à un cycle de 10 séances. À côté de ça, on a également construit un dossier plutôt autour de l'enseignement pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai repris les compétences attendues par l'éducation nationale pour les enfants de cycle 1, cycle 2, cycle 3. Encore une fois, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, vous me coupez de suite ou vous posez la question dans le chat et Colin ou Dimitri interviendront pour préciser. Donc l'idée, c'est de construire un deuxième document qui était lié aux préconisations d'enseignement de l'éducation nationale. En fait, on a créé quelque chose de transversal. En gros, c'est des exercices pour apprendre à écrire, apprendre à compter, des exercices de maths, des problèmes de géométrie, etc. Enfin, c'était vraiment lié à l'enseignement pour le coup, mais en mettant des compétences, enfin, en mettant du champ lexical handball dedans. L'idée, c'est qu'il y ait une transversalité ou une projection entre le travail que je peux faire dans la classe, où on va compter le nombre de joueurs qu'il y a sur le terrain, c'est un exemple bateau comme un autre, et après, on va aller faire du handball. On va aller jouer, on va faire une situation pédagogique handball, on va faire une animation handball. Et l'objectif, c'était d'avoir ce cycle de 10 séances, donc qui correspond à 5-6 semaines en classe, et d'avoir pendant tout ce cycle-là de l'activité sportive handball et également en cours, voire des compétences qui vont être liées avec le sport que je pratique. En plus de ça, on propose un accompagnement. Donc, on a rencontré les personnes de l'éducation nationale qui ont fait qu'on a pu communiquer dans toutes les écoles de l'agglomération marmandaise. Donc, ça fait un paquet d'écoles pour le coup. Et beaucoup de profs ont été intéressés. On propose plusieurs accompagnements. Soit le document est envoyé, les 2 documents sont envoyés aux professeurs et ils peuvent télécharger les documents et ils peuvent être autonomes, c'est-à-dire ils peuvent très bien animer les situations tout seuls
et faire vivre ou pas les exercices qu'on a conçus dans la transversalité. Soit ils peuvent demander un accompagnement ponctuel qui peut être, heu, on vient se présenter, on échange sur le dossier, alors ça peut être par mail, par visio, en présentiel. Comment on va utiliser le document, comment on va s'appuyer dessus, comment on va s'en servir. S'il y a des problèmes sur les termes, on peut accompagner comme ça. On peut accompagner par du prêt de matériel également et on peut accompagner par de l'accompagnement physique, c'est-à-dire mettre à disposition un salarié de club. En l'occurrence, c'est plutôt cette option-là qui plaît aux enseignants. C'est que là, on a depuis le début de cette saison, on n'arrête pas et on refuse même des écoles parce qu'on n'a plus assez de temps pour et de disponibilité pour y aller. C'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que c'est bien parce que ça fait de la visibilité sur notre sport, c'est bien parce que ça fait des heures et mine de rien, il en fallait des heures pour nous cette année au vu du contexte actuel, et beh, malheureusement, on est obligé de refuser des écoles pour le moment. Ouais. L'avantage, c'est que, on a un accompagnement au plus près des enseignants, que les enseignants qu'on a accompagnés cette année pourront être autonomes l'année d'après et que ce dossier va pouvoir, continuer de saison en saison et que les enseignants vont avoir un vrai support pour faire pratiquer le handball dans leurs écoles. Ce qui pour nous est un avantage, parce que forcément les enfants vont découvrir ce sport. Il faut savoir que beaucoup d'enfants sur les écoles primaires ne connaissent pas forcément le handball, et maternelles, bon, encore moins. Mais c'est un vrai avantage pour nous. En fait, le fait d'accompagner ces profs-là, de mettre à disposition ces dossiers-là, ça nous fait forcément parler du club, ça fait forcément parler de l'activité et que si les enfants veulent pratiquer, ils vont s'orienter vers notre structure. Donc c'est comme ça qu'on a essayé, nous, de pallier, lors du premier confinement, cette peur, de perte de licenciés. Heu, Bizarrement, dans un deuxième temps, c'est le lien avec les licenciés qui est venu. C'est-à-dire que dans un premier temps, on s'est dit: «Mince, on va perdre peut-être des licenciés», mais on n'a pas pensé à faire des actions directement auprès d'eux. On a pensé à se projeter sur la saison d'après. Mais, courant, fin avril, début mai, on a commencé à se réveiller un petit peu par rapport à ça et on a créé, comme tous les clubs, ont pu créer des challenges, hem sur les réseaux sociaux, des défis, rien de concret en termes de visio. On mettait pas de temps en visio là-dessus. C'était beaucoup de communication par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Heu, de la communication qui demandait un retour de la part des licenciés, d'un retour d'une photo, d'une vidéo. On a fait des défis culinaires, je crois. Il y a eu plein de défis, divers et variés qui ont été organisés, par les bénévoles et les salariés de la structure, ce qui a permis de remobiliser les licenciés. Ensuite, on a eu droit à une reprise d'activité, qui était, il me semble, fin mai, début juin, je crois, mi-juin peut-être, je sais plus exactement la date, mais on a pu reprendre, en intérieur, dans un nombre de personnes limité. Du coup, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir des temps d'activité sportive et en parallèle, une mise en place d'activités créatives. C'est-à-dire qu'au lieu de on faisait des créneaux 45 minutes, mais au lieu de garder les enfants 45 minutes, alors c'était pour pouvoir passer le plus de licenciés possible, on s'organisait pour les garder 1 heure et demie. Ils rentraient, alors nous on a un hall d'accueil, au niveau de la salle, ils rentraient dans le hall d'accueil, ils étaient accueillis, il y avait des créneaux qui étaient bien sûr, définis à l'avance, sur des groupes de communication comme WhatsApp, ou autres, les SMS, les appels, c'est les entraîneurs qui régulaient ça. Ils étaient accueillis dans le hall d'entrée. Il y avait des activités créatives qui étaient menées par une service civique de la structure. Et pendant ce temps-là, il y avait un groupe qui s'entraînait dans la salle et ça faisait une rotation. Donc voilà, je rentrais, je faisais mon atelier créatif, j'allais m'entraîner et puis je rentrais chez moi. Donc ils avaient un créneau d'une heure et demie au final. Ce n'était pas 1 heure et demie d'activité physique, mais c'était un moyen pour nous de pouvoir retoucher ou refaire venir les licenciés, alors jeunes, bien sûr, parce que les adultes, je crois que c'était toujours interdit de tête, même c'est sûr. Il n'y a toujours pas le droit de pratiquer. Mais c'était un moyen pour nous de faire revenir à la salle, en fait, tous les enfants du club, sauf le baby hand pour le coup, mais de l'école de handball jusqu'au moins de 17, moins de 18, on avait cette solution de faire venir les enfants sur des activités créatives. Alors c'était créatif pour les plus petits et c'était des petits jeux
Par exemple, pour les ados, hein, on n'était pas sur de l'atelier créatif pour les ados, on était sur autre chose. C'était adapté, bien sûr, à la catégorie et à l'âge des enfants. Ensuite, courant juin, juste avant les vacances, la ville de Marmande nous a sollicité pour mettre en place ce qu'on appelle un CJC, donc un chantier jeune citoyen. On avait envie de faire des choses, justement, de par ce manque d'activité pendant le confinement. On s'est lancé là-dessus. Il y a en fait un prestataire qui s'est désisté et du coup, on nous a sollicité pour le mettre en place. Ça nous a fait peur. On s'est renseigné au début et quand on tape chantier jeune citoyen dans un premier temps, on voit des jeunes qui peignent des murs, qui construisent du mobilier urbain ou qui modifient du mobilier urbain. Ce n'est pas du tout notre branche. En fait, on était plutôt au sport pour le coup. Mais on nous a rassurés. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un aspect citoyen dans le déploiement de cette action-là. Du coup, on a monté ces chantiers jeunes autour des métiers du sport et de l'animation. On avait des stages vacances pendant les vacances d'août. Donc, ces chantiers jeunes, on nous a contactés en juin, donc on l'a préparé en juin. Et la réalisation était en août. Donc, on a tourné ça autour des métiers du sport et de l'animation en s'appuyant sur des stages qu'on faisait. Donc, les jeunes ont été accueillis. C'est des jeunes qui sont pour le coup 50% du club et 50% de l'extérieur du club. Et ça nous permettait également de faire parler de la structure auprès de la ville, auprès de la municipalité et bien sûr auprès de certains jeunes qu'on ne touche pas. Et ces chantiers jeunes donc, ont eu lieu, ça s'est bien passé, ça nous a permis de développer une activité supplémentaire. On ne va pas se mentir aussi de toucher une subvention supplémentaire qu'on ne touchait pas avant. Et du coup, ces chantiers jeunes maintenant sont renouvelés chaque vacances scolaires. Voilà, pour le premier confinement. S'il y a des questions, je veux bien faire une pause pour pouvoir y répondre. Sinon, je vais dérouler comme vous voulez. Dim, comme tu veux. Peut-être qu'on déroule et à la fin, on prendra un temps, tu Ouais. sais, pour les personnes qui veulent poser des questions. Comme ça, ceux qui voudront quitter pourront quitter. Et puis ceux qui veulent poser les questions pourront rester un petit peu plus avec eux. Allez, j'avance alors. Donc, le deuxième confinement, novembre-décembre. Donc là, la priorité était de faire du lien avec les licenciés. On a fait principalement que ça, pour le coup. On était vraiment dans l'accompagnement et le fait de ne pas vouloir les perdre parce qu'on se disait que ça allait être temporaire et on espérait, je pense comme tout le monde, pouvoir reprendre une activité en janvier, février, peut-être une activité, peut-être même des compétitions. Donc la priorité pour nous sur ce confinement-là était vraiment de remettre du lien avec les licenciés, plus que ce qu'on avait fait lors du premier confinement, c'est-à-dire pas seulement du défi et du challenge. On a vraiment fait de la visio et j'en rigolais avec mes collègues, mais pour ceux qui ont la référence, j'avais l'impression d'être un streamer sur Twitch, quoi. On passait notre vie devant les écrans à faire des visios quasiment tous les soirs, tout le mercredi après-midi et tout le samedi matin. Donc c'était quelque chose d'assez, c'était différent, mais c'était un autre métier. Du coup, ce qu'on proposait, on essayait d'adapter aussi par rapport aux catégories. École de handball U11, ils avaient un rendez-vous tous les samedis matins et c'était une visio défi. Je vous prends un exemple, c'était construire une pyramide, on donnait des objets, il fallait récupérer les objets dans la maison et ils devaient construire la pyramide la plus haute. Voilà, donc il y avait des défis qui étaient menés comme ça tous les samedis matins. C'était un rituel de 10h30, je crois, à 11h30. Ils avaient leur visio autour de ces défis-là. Moins de 13, moins de 15, ils avaient plusieurs visios dans la semaine. Ils avaient une visio autour du renforcement musculaire. Alors, c'était pas du renforcement musculaire, on est devant la cam et on fait. Pour le coup, on essayait vraiment de rendre ça ludique. Il y avait du jeu, il y avait du quiz, il y avait des équipes, pas d'équipes, chacun pour soi. Voilà. On a essayé de plusieurs formes, de varier, parce que vous avez dû le constater qu'au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude des jeunes et des moins jeunes sur les visios et on les perd au fur et à mesure. Donc, on voulait vraiment créer quelque chose de nouveau tout le temps, quelque chose de vivant et dynamique. On a créé aussi des visios culture handball. Par exemple, en décembre, il y avait les championnats du monde, d'Europe, je ne sais plus, les filles.
Et du coup, on s'est servi de ces matchs-là. On faisait des visios pendant les matchs pour échanger sur les formes de jeu, les défenses, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils s'adaptent comme ça. Et on essaie vraiment de mettre de la culture handball auprès de ces jeunes-là. On faisait des petits jeux aussi, c'est-à-dire que des fois, il y avait des petits temps où on leur demandait de commenter le match, on coupait le son, mais c'est eux qui devaient commenter la rencontre. On essayait vraiment de créer quelque chose de vivant et dynamique. En moins de 17, on a fait pareil, donc des visios de renforcement musculaire sur le même principe, et on a fait de la visio-analyse de match, mais qui était plutôt tournée autour des matchs qu'ils avaient pu faire en début de saison. On a eu la chance de pouvoir faire un tournoi de qualification et 2 rencontres avant ce confinement-là, donc on s'était un petit peu appuyé sur ces vidéos-là. L'objectif était le même, c'était qu'on espérait une reprise en janvier, et du coup, on utilisait ces vidéos-là pour affiner un petit peu les projets et pour avancer sur la compréhension du projet défensif, offensif, etc. Pour les seniors garçons, pareil, seniors garçons, seniors filles, c'était de l'analyse de match. J'avais fait du séquençage vidéo sur les seniors filles, mon collègue l'avait fait sur les seniors garçons, et on avait des visios comme ça une fois par semaine, où on faisait des temps d'analyse de rencontres sur des thématiques avec les entraîneurs des collectifs. Et pour les entraîneurs, on avait également un rendez-vous pour les entraîneurs jeunes, un rendez-vous pour les entraîneurs adultes, qui était d'accompagner les entraîneurs du club, d'écouter leurs besoins éventuellement, de les aider dans la construction de séances, de cycles, voilà, tout ça, on avait mis en place pour essayer de vraiment toucher le plus de licenciés de la structure possible, essayer d'oublier personne. Chose qu'on avait faite au premier confinement, on avait oublié des gens au final. On a essayé de ne pas refaire ces mêmes erreurs-là, et on a essayé d'être vraiment le plus large possible pour toucher le plus de monde. Et une partie que j'ai oubliée là, c'est qu'il y avait également des visios handfit. On a une pratique handfit. Le handfit était également maintenu pendant ce deuxième confinement en visio. Les seuls qui étaient un petit peu délaissés, pour le coup, c'est les loisirs et les babies. Voilà. Donc, ensuite, à partir de novembre, donc à partir du deuxième confinement en janvier, donc on avait ces interventions-là qui nous ont pris beaucoup de temps. Donc là, c'était quelque chose de bénéfique pour nous, parce que malgré le confinement, on avait le droit, mon collègue et moi, en tant que salariés et en tant que professionnels diplômés, on avait le droit d'intervenir dans les écoles, puisque les écoles étaient toujours ouvertes. Donc ça nous a vraiment permis, nous, de pouvoir continuer à animer, de pouvoir continuer à faire parler de la structure et à faire parler du handball dans les écoles. On avait également l'opportunité de continuer et de développer, en tout cas pas développer, mais renforcer les actions qu'on avait auprès du handball partagé marmandais. Donc le handball partagé marmandais, j'explique un petit peu ce que c'est. On accueillait chaque vacances scolaires plusieurs groupes d'IME, donc des instituts qui accueillent des publics en personne de handicap, en situation de handicap. Et on créait des journées entières avec eux autour d'activités handball, d'activités créatives et un petit temps d'échange et de match à la fin. C'était des journées, chaque vacances, on avait le mardi, le premier mardi des vacances scolaires, on rassemblait des jeunes, parce qu'il faut savoir qu'il y a du hand ensemble, mais le hand ensemble s'adresse qu'aux adultes, en fait. Donc nous, on a voulu élargir un peu ça, on a une catégorie hand ensemble, on a voulu élargir un peu ça. Et du coup, on a accueilli des jeunes chaque vacances scolaires. Ça fait 3 ans que ça dure maintenant. C'est eux qui ont trouvé le nom du projet. Donc, Handball partagé marmandais, ça vient d'eux. Et du coup, on a renforcé ça pendant ce troisième confinement, parce qu'eux avaient le droit de pratiquer en intérieur. Donc, on a pu déployer des activités. Donc, tous les mercredis matins, en plus des mardis pendant les vacances, tous les mercredis matins, on avait une séance avec un groupe d'IME de Marmande et un groupe d'IME qui venait de l'extérieur de Marmande, qui venait se greffer le mercredi matin sur des séances. Donc ça nous a permis de renforcer le lien avec ce public-là. Ensuite, on a mis une grosse réflexion sur un projet qui s'appelle Marmande Play. Donc Marmande Play, c'est des stages qu'on organise, des stages de 3 jours qu'on organisait, qui étaient principalement tournés autour du handball. On a complètement changé d'orientation là-dessus. Maintenant, on organise des stages qui sont multi-activités. On est considéré, on a une dérogation, on est un accueil collectif de mineurs pendant ces vacances-là maintenant. Et on va faire des stages qui vont être autour du sport, plus généralement. Il y aura du handball forcément, parce qu'on est quand même un club de hand. Autour du sport plus généralement, mais autour
d'activités culturelles. Là, en l'occurrence, il y avait un stage qui s'appelait le choc des cultures qui devait être mis en place, où les enfants allaient pouvoir participer à un atelier d'écriture rap et de musique assistée par ordinateur. Et le lendemain, ils partaient à l'orchestre, aux symphonies lyriques pour découvrir un petit peu le fonctionnement d'un orchestre, etc. On avait une initiation graphe qui allait se greffer avec une visite du musée sur des œuvres et une création du collectif d'une BD. Voilà, l'idée, c'était d'avoir un petit peu cette contrepartie ou cet échange entre deux cultures qui sont un peu éloignées. On avait également un stage e-gaming, donc où il y a du jeu vidéo, où il y a de l'échange. Il y avait de l'échange qui était prévu avec une maison de retraite de Marmande. L'idée, c'est vraiment d'élargir notre champ de vision. On est vraiment maintenant considéré comme un accueil collectif de mineurs. On va faire, oui, du sport, mais pas que. On a de la sensibilisation à la citoyenneté, au développement durable. On avait des intervenants sur les dangers des écrans, des réseaux sociaux. On avait un intervenant sur la nutrition. Voilà, on mettait plein de choses en place dans ces stages-là pour accueillir des enfants de 6 à 16 ans pendant 4 jours et faire en sorte que tout se passe bien, qu'il y ait, oui, une activité physique et sportive, mais qu'on puisse surtout toucher des enfants qui ne sont pas licenciés de la structure. On voulait que des enfants qui sont non licenciés au handball ou qui ne sont peut-être pas licenciés du tout dans un club sportif viennent s'intéresser à ces stages-là et viennent sur ces stages-là pour partager, pour échanger et pour voir autre chose. Et enfin, pour terminer, je suis dans les temps normalement. Pour terminer, on a développé également ce projet Beach. Il y a un projet Beach qui est en développement. C'est mon collègue qui est dessus. On est en train de finaliser le dossier là actuellement. Mais l'idée, c'est que le club ne s'arrête pas. En fait, c'est qu'on puisse avoir une saison qui soit continue et qu'il n'y ait pas un arrêt début juillet pour une reprise début août, qui est vraiment quelque chose qui puisse continuer tout le temps et qu'il y ait de l'activité, que le handball club marmandais soit tout le temps actif de août 2021 jusqu'à août 2022 et surtout qu'on puisse accueillir des licenciés du club en ayant un tarif préférentiel sur la prise d'une licence beach et surtout qu'on puisse se mettre en relation avec d'autres structures sportives de Marmande pour que des sportifs de la ville de Marmande puissent se dire il y a une activité beach proposée par le club de handball, pourquoi pas y aller? Ça me permettra d'avoir moins une activité physique pendant les vacances. Ça ne sera peut-être pas le sport que je pratique d'habitude, mais au moins on aura une activité. Voilà un petit peu, nous, tout ce qu'on a essayé de mettre en place. Alors, c'est très vaste, c'est très large. Je passe vraiment très vite sur les projets. Mais l'idée, c'est on a essayé de se centrer, alors en gardant du lien avec le licencié, on a surtout essayé de se centrer sur trouver des solutions pour prendre plus d'ampleur, en fait. Être plus de visibilité, qu'on parle plus de handball, oui, mais qu'on parle surtout du club en général, et pas forcément du club sportif, mais du club de Marmande, où on peut aller faire du sport pour faire de la compète, mais on peut aller faire aussi des stages loisirs. On peut, voilà, l'idée, c'est vraiment ça, hein, qu'on arrive à un peu s'ouvrir à être plus qu'une asso sportive, mais être une asso, en fait. Voilà, 3e confinement, et là, on est un petit peu comme vous, on attend et on va voir. On n'a pas, et je terminerai sur ça, on n'a pas, nous, déployé de projets d'ampleur, on va dire, à destination de nos licenciés, parce que malheureusement, on n'a pas de visibilité et qu'on ne sait pas vraiment trop quand on pourra le déployer. On sera réactif, on sait que quand on pourra, on va mettre tout en œuvre pour le déployer rapidement et qu'on aura la capacité d'être réactif. Mais on n'a pas dépensé d'énergie pour le coup pour organiser un gros événement comme ça. C'est un choix stratégique, c'est un choix de développement. Nous, on s'était basé plutôt sur développer le club partout autour, au final, en parlant des stages, en parlant des chantiers jeunes, en parlant de l'éducand dans le milieu scolaire. On a essayé de garder du lien avec nos licenciés et alors c'est passé très brièvement sur la diapo d'avant, mais on a remis des séances en extérieur pour tout le monde dès qu'on l'a pu en janvier et qu'on n'était pas embêté par la pluie. Donc on garde le lien avec les licenciés comme ça, mais on s'est surtout fixé pour objectif de grandir dans les actions qu'on peut déployer en fait. Voilà. Et là, ça fait 25 minutes, Dimitri, j'ai été bon. S'il y a des questions maintenant. Oui, Sébastien, c'est bon, tu as été dans le time. C'est très bien. Ouais,
Non, non, c'était très intéressant ton intervention. En fait, ça donne des idées quand même. Ça donne des idées et puis je pense que chaque club peut piocher quelque chose, peut-être à mettre en place dans sa structure. Ce qui est le but quand même de ce webinaire, que chacun reparte avec des petites idées. Forcément, vous avez des salariés et des choses qui sont plus structurées, mais c'est aussi, ça sert à ça aussi. Ça permet aussi de donner des idées aux autres et de mettre des choses en place dans les structures. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des billes, en fait, mais on a mis, alors très, très clairement, je suis d'accord que certains projets sont des projets d'ampleur, un petit peu, c'est lourd, c'est gros. Le projet du camp, c'est quelque chose qui a été très lourd. Quand je me suis tapé toutes les recommandations d'enseignement par cycle, par catégorie, histoire, anglais, j'ai passé des heures à lire ces trucs et à monter le dossier. Hein. Alors, j'ai la chance d'avoir une compagne qui travaille dans l'éducation nationale et qui est professeure des écoles. Et on a la chance d'avoir, nous, des bénévoles aussi au sein de la structure ou des licenciés qui sont professeurs des écoles qui nous ont accompagnés. Mais c'est quelque chose qui est très lourd pour un bénévole de faire ça, on ne va pas se mentir. Mais ça peut être adapté à votre niveau. Tout peut Bien s'adapter, sûr, en fait. bien Après, sûr. voilà. Il y a des choses qui existent. Il n'y a pas obligation de créer un dossier entièrement. Le dossier qui est fait par la Fédé, que tout le monde doit avoir sur le handball premier pas, ça peut être un premier dossier d'appui pour le milieu scolaire. C'est quelque chose qui est très bien. Il doit être peut-être un petit peu adapté, mais c'est quelque chose qui est très bien et qui peut vous permettre d'appuyer là-dessus. Ok. Alors, est-ce que je sais qu'il y a deux questions enfin, s'il y a des questions, Colin, qui sont remontées, on peut y répondre. Oui, oui, il y a eu plusieurs questions. Du coup, je te les donne un peu toutes, Seb, et tu te démerdes avec. Ouais. Ouais, je pense. Alors, donc, il y avait une première question qui concernait le contenu de la séance, justement sur le projet dans les écoles. Notamment, le club de Tilly a été sollicité par sa mairie pour intervenir sur les régulations des comportements violents dans les cours d'école. Est-ce que ça peut coller dedans? Voilà. C'était une première Alors, question. Vas-y, vas-y. je vais répondre à celle-là déjà. Alors, nous, on n'a pas eu cette problématique-là. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est partager très rapidement les dossiers pour vous montrer un petit peu la tête que ça peut avoir. Je ne sais pas si vous êtes preneur de ça ou pas du tout. Je peux, ils sont ouverts. Je vais juste faire un partage d'écran, Dimitri, très rapidement Vas-y, vas-y. pour vous montrer ça. Alors, nous, on a fait ça. Pour le coup, pour répondre à la question, on n'a pas été sollicité par rapport à ça. On n'a pas eu de demande particulière par rapport aux violences dans les cours de récréation. Donc, nous, on a monté ce dossier-là. Donc, ça, c'est le dossier que vous voyez sur les animations sportives. Donc, je défile rapidement. Hein. L'idée, ce n'est pas ça. Il y a une thématique générale qui est ici, ce qu'il a utilisé, ce que le professeur doit dire, ce sur quoi il peut agir et ce qu'il doit observer. Et toute la séance est détaillée comme ça. En fait, voilà. Donc, toutes les séances sont détaillées de cette manière-là. Et après, on a un dossier qui est celui-ci. Alors ça, par exemple, c'est pour le cycle 2. Donc ce dossier-là, ce que je parlais de transversalité. Donc en fait, voilà, vous avez... alors là, il y a les commentaires dessus. C'est pas le bon que j'ai pris, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc il y a la fiche de préparation. Donc la fiche de préparation numéro 4 avec pour les CP, ceci à faire, pour les C1, C2, ceci à faire. Et tout au fond, vous allez avoir les annexes. Voilà, ça c'est annexe 3 de la fiche de préparation 3, tout est expliqué. Donc tout ça a été fait. Voilà, vous avez, il y a des ballons, il y a des prénoms de joueurs à remettre. Donc là, par exemple, c'est pour haut, bas, droite, gauche, etc. Donc Nicolas Carabacci se trouve en haut à droite. Et l'idée était de replacer l'un des joueurs. Donc ça, c'est des notions d'enseignement que j'ai récupérées moi sur l'éducation nationale et qui ont été après retranscrites. Donc ça, c'est un gros travail, on ne va pas se mentir. C'est quelque chose qui a été assez lourd à faire. Mais au final, c'est intéressant, les professeurs s'appuient dessus et les enfants ont une continuité. Donc voilà, nous, non, pas de sollicitation par rapport à la violence dans les cours de récréation, mais un accompagnement sur l'animation des séances. Voilà. Tu veux que je lise les questions tout seul Non, ou pas? non, j'enchaîne. Il y a deux questions qui je pense, tu vas pouvoir reprendre en même temps. Donc, déjà, la première, c'est comment vous êtes devenu à LSH. D'accord. Sans de loisir. Et la deuxième, c'est comment vous avez trouvé, enfin, quel partenaire vous amène les gamins sur les activités.
Alors, devenir une ALSH, c'est une demande de dérogation, qui a un dossier à remplir, très clairement, et après, c'est, juste, devenir ALSH en soi, c'est pas forcément compliqué. Après, c'est remplir les exigences, en termes d'encadrement. Donc ça, il y a une page qui s'appelle TAM, où on va rentrer toutes les informations, des encadrants, les diplômes. Vous avez un pourcentage de personnes diplômées, 50 de personnes diplômées, c'est 30 de stagiaires et 20 de non diplômés. Donc ça, devenir une ALSH, voilà, faut se rapprocher. Alors, c'était ADD-CSPP avant, je crois que ça a rechangé de nom récemment. Je ne sais plus, comment ça s'appelle. DEJS, je ne sais plus. Bref, passons. Mais l'ADD-CSPP. Et après, donc, pour les partenaires qui nous orientent le public, alors nous, on a créé un gros réseau d'échange pour le coup, par rapport à ça, un gros réseau de communication, c'est-à-dire qu'on se rapproche des établissements scolaires, donc des primaires, par le biais des interventions éducantes. Donc, on communique par rapport à ça. Les professeurs acceptent de récupérer de la communication et de coller dans le cahier de liaison des enfants. Dans le carré de liaison des enfants. On s'est rapproché également des collèges de Marmande, où on intervient entre midi et 2, 3-4 semaines avant les stages et les chantiers jeunes pour communiquer, et donc être présent, aller vers les jeunes, leur présenter les stages. On s'est rapproché de ce qui s'appelle la Maison des Marmandais et le PRE, projet de réussite éducative, qui se trouvent proches du quartier Baillac-la-Gravette à Marmande et qui sont en relation directe avec les jeunes et qui vont aller vers les jeunes pour leur présenter les actions qui sont menées, vers les parents. On communique après via les réseaux sociaux, la mairie. On a pu communiquer aussi avec d'autres partenaires. Je vous parlais tout à l'heure du stage culturel. Il faut savoir qu'en fait, nous, on envoie des outils de communication à ces gens-là. Et du coup, ils communiquent sur les réseaux sociaux le partenariat avec le club de handball, ce qui va toucher un public que nous, on ne peut pas atteindre. En fait, eux, ils ont un public qui est différent du nôtre. Donc voilà, on a utilisé tous ces partenaires-là pour pouvoir communiquer et pouvoir faire parler de nous le plus possible sur le territoire. Dernière question. Vas-y. Quelle différence il y a avec le 3e confinement? C'est-à-dire, je ne comprends pas trop la question. Je peux préciser. Vas-y, Manu. En fait, tout à l'heure, vous avez indiqué que pour le 3e confinement, vous n'étiez pas lancé ou vous n'aviez pas forcément… Je n'ai pas compris si vous continuiez déjà ce que vous étiez en train de faire ou si vraiment le 3e confinement présentait quelque chose de différent qui fait qu'on en prend tous un peu un coup sur la tête et que c'est un peu plus difficile au 3e confinement. Alors, quand j'ai fait le PowerPoint, j'étais dans le flou, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai eu la réponse entre-temps, donc on passe en activité partielle. En fait, parce que au final, après 1 an quasiment de télétravail, des projets, des dossiers, on n'en a plus beaucoup, hein, même si on a des idées ou on tourne un peu en rond. Donc c'était pour ça. C'est-à-dire que là, au final, on ne peut pas déployer plus. On ne peut pas chercher plus par rapport au projet qu'on a voulu déployer au sein du club, que les enfants vont être en vacances à partir de ce soir et que ça s'est soufflé très clairement les visios et qu'on ne voulait pas retomber là-dedans parce qu'on n'est pas sûr d'avoir du monde. Donc le bureau directeur de notre club a décidé de nous mettre en activité partielle. Donc là, on est vraiment un club fermé en fait. C'est-à-dire que là, on n'a vraiment plus d'activité pour le coup, jusqu'à la rentrée des primaires. À partir de là, nous, on pourra reprendre l'activité au sein des écoles et on aura une réunion d'urgence, on va dire de crise, hein, on y est déjà depuis longtemps, mais d'urgence pour savoir comment on peut s'adapter, comment on peut réagir, parce qu'on n'aura pas encore enfin, on n'est pas sûr d'avoir les infos pour une reprise ou pour des conditions. Nous, on a décidé de fermer parce que le protocole sanitaire est trop contraignant. En fait, il faudrait que tous les enfants aient 2 mètres de distance entre eux. Il faut qu'il y ait un seul ballon par enfant. Il ne faut pas qu'il y ait d'échange de ballons, sinon il faut nettoyer tout. Enfin, c'est trop contraignant et nous, on ne pense pas que c'est réalisable. En tout cas, pas réalisable dans des bonnes conditions pour les enfants. Et du coup, on a décidé de s'arrêter. Voilà. On verra à la rentrée scolaire, entre guillemets,
des primaires, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire au final et comment on pourra nous s'adapter. On a la chance d'avoir du monde qui travaille au club, hein, je vous l'ai dit, 2 salariés à temps plein, il y a un apprenti, un service civique, 2 stagiaires BPGEPS. Donc on aura la capacité de rebondir rapidement. Voilà. Ok. Du coup, on va enchaîner avec la présentation de Bernadette et Clara du club de HBVV Valais-Vézère. Du coup, je vous partage l'écran, Bernadette et Clara, et je vous donne la main. Merci Dimitri. Pas de souci, c'est avec plaisir. Nous, je sais pas, alors tout le monde ne nous connaît peut-être pas. Le club de Montignac, nous n'avons pas de salariés. Nous sommes un petit club en zone rurale. Donc on ne peut pratiquement pas se rapprocher des écoles et y intervenir. Donc nous, on a plutôt axé sur des projets, on va dire, de regroupement de nos bénévoles sur le mois de juin. Donc nous avons envisagé de faire des cours olympiques. Les cours olympiques, c'est pour passer en fait des demi-journées en juin qui seraient proposées sur un week-end, un samedi après-midi et un dimanche après-midi à tous nos jeunes ainsi qu'aux parents bénévoles, de façon à retrouver un petit peu une cohésion, on va dire, sympathique. Ça nous est demandé en fait par l'ensemble de nos licenciés parce que ça leur manque. On leur manque nous aussi et ils nous manquent à nous aussi. Donc ça devient compliqué. Et nous souhaitions effectivement regrouper un peu tout le monde sur des activités diverses et variées. Nous avons la chance, par contre, d'être sur un site à Montignac qui regroupe plusieurs structures. Donc, nous avons un stade de rugby, un stade de foot, un stade, une base de canoë qui nous permettent de faire des activités sur un ensemble très proche. Et ça évite aux enfants aussi de naviguer, de traverser, on va dire, des routes. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, nous avons choisi plusieurs activités. Nous souhaitions faire la course d'orientation, un genre de biathlon qu'on a nommé Run and Shoot, du canoë, forcément un tournoi de bande à 4 et un relais home trainer. Donc ce relais home trainer, le but de ce relais, c'est que tous les participants sur ces 2 journées, en fait, se relaient sur ce vélo pour parcourir une distance. Et à la fin, cette distance sera reversée en numéraire en fait, à une association d'intérêt général. Alors, pour l'instant, nous avions pensé de reverser cet argent, ce n'est pas encore défini, peut-être à une association qui s'occupe des jeunes étudiants qui sont aussi dans la panade actuellement. Ce n'est pas facile non plus pour eux. Pareil, ils sont tous en visioconférence. Ils n'ont pas de job pour pouvoir travailler ni quoi que ce soit. Donc, on avait peut-être pensé de reverser cette donation sur les 2 journées. Pardon. Donc, on peut avoir la deuxième page ou pas? Oui, bien sûr. Il suffit de demander. Merci. Pas de souci. Donc, voilà, ça, c'est le relais. Et on souhaitait aussi que cette journée soit couverte en fait par un photographe, qu'on puisse avoir un souvenir et puis surtout faire de la communication. Parce que c'est ce qui manque actuellement en cette période, on va dire, difficile, c'est de pouvoir communiquer sur les activités que nous pouvons proposer, qui sont moins importantes que notre prédécesseur qui est passé tout à l'heure, que Marmande, effectivement. Mais nous, on maintient en extérieur, par contre, pour tous nos jeunes, des activités de hand à 4 essentiellement. Donc voilà. Et après, on souhaitait aussi monter un projet vidéo de façon à faire de la com pour le club, mais pour l'activité du handball dans notre région qui est encore méconnue. Donc voilà pour ce premier projet. Je ne sais pas si on passe peut-être au deuxième et puis oui, on peut faire ça. Pareil, on verra les questions par la suite. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est Clara qui va vous présenter le deuxième, le handballito. Ouais. Pas de problème. Je change. Tu peux faire passer, dis-moi. Voilà. Donc, le projet Handballito, en fait, c'est un projet de tournoi qu'on voudrait faire pour toutes nos catégories jeunes de moins de 11 à moins de 18. Donc, même principe que sur le premier projet, on serait sur 2 jours. La première journée, moins de 11, moins de 13. Deuxième journée, moins de 15, moins de 18.
C'est un projet à la fois pour regrouper nos jeunes, mais aussi pour regrouper les clubs environnants. Donc, que ce soit du département ou des départements voisins, voilà, il y aura une invitation pour tout le monde. C'est un tournoi qui se fait sous le principe du hand à 4, avec 6 joueurs max par équipe, pour avoir 3 joueurs de champ, un gardien et 2 remplaçants, un majeur pour accompagner l'équipe. Et on a limité, pour l'instant, dans notre organisation, les poules à 8 équipes, parce qu'on fait 8 équipes, ça voudrait dire de moins de 13 filles, 8 équipes de moins de 13 garçons, 8 équipes de moins de 15 filles, moins de 15 garçons, voilà. Donc ça multiplie quand même le nombre d'équipes et le nombre de tournois. Donc ça, on prévoit pour démarrer la saison prochaine, donc en septembre, avant le début de la saison, histoire de remettre un peu tout le monde dans la compétition et de retourner un peu sur les terrains de sport. Donc pareil, ça se ferait sur le terrain d'honneur à Montignac, donc c'est le gros stade de Montignac. Au niveau du tournoi, en fait, on l'a appelé Handballito parce qu'on voudrait le faire sous la forme d'un petit mondial. Donc chaque équipe qui participera sera à l'effigie d'un pays. Donc voilà, on choisirait un certain nombre de pays et chaque équipe représenterait un pays et une tenue serait en fait offerte à chaque participant. Dim, tu peux changer de diapo. On a un partenaire qui nous fera des tenues pour chaque participant et on offrira un drapeau à chaque équipe aussi pour représenter le pays. C'est pour ça que le tournoi, en fait, il serait payant, puisque avec les tenues qui vont être offertes, ça va nous représenter quand même une certaine somme pour le tournoi. Donc, on ferait sur la demi-journée les arrivées des équipes en fin de matinée, une cérémonie d'ouverture, ensuite le tournoi sur toute l'après-midi et la remise des trophées en fin d'après-midi. Au niveau de l'arbitrage, on voulait solliciter la CDA, mais surtout pour le deuxième jour. Donc pour le premier jour, pour couvrir les moins de 11, moins de 13, on pensait demander à nos moins de 15 et nos moins de 18. Et pour le deuxième jour, voir avec la CDA pour avoir soit des jeunes arbitres, soit des binômes en senior pour couvrir l'ensemble des matchs. Ensuite, on a tout à l'heure ce que je disais, que bon, les tenues vont être payantes et puis il y aura tout ce qu'il y a autour aussi au niveau du tournoi d'organisation. On va essayer de solliciter nos sponsors pour nous aider à organiser la journée. Et ensuite, on aura donc une buvette, restauration à emporter. Et comme pour l'autre projet, on va demander une couverture à Simon, chargé de développement, pour faire un reportage vidéo, photo, qui est un peu de com autour de la journée, autant pour le club que pour le hand en général. Et une couverture en photo en interne, nous, au niveau du club. Donc, voilà ce que je peux vous dire du tournoi. C'est histoire de faire vraiment un tournoi, on regroupe tout le monde avant le début de la saison, mais un peu particulier parce qu'il y a l'animation du petit mondial en fait, qu'on appelle nous Handballito. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'arrête le partage et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Bernadette et Clara. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, on pourra... Moi, j'ai une question. Enfin, pas une question, une remarque. Vas-y, Christophe. Je peux? Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Moi, je suis très... bon, le projet de Marmande, je le connaissais en partie, mais par rapport à votre prise d'initiative, moi, ce serait formidable si la majorité des clubs puissent faire votre démarche, parce que je trouve que c'est quand on redevient acteur de notre activité qu'on trouvera certainement des échos auprès de nos licenciés. Je trouve très intéressant que vous pensiez aussi aux dirigeants et aux parents dans un premier temps par rapport à cette activité autour de plusieurs challenges, enfin passer des journées ensemble. Je trouve que ça va être notre challenge et notre objectif majeur. Remettre les gens dans l'activité, ça va être très très compliqué. Je trouve que votre projet à ce niveau-là est
très, très intéressant. En plus, dans un joli cadre merveilleux, à la Vézère, donc ça sera d'autant plus facile. Mais c'est vrai que j'espère que, en tout cas, moi, j'en parlerai dans mon comité pour des clubs qui vous ressemblent et qui j'espère, auront ce genre d'initiative. Merci. Effectivement, c'est ce qu'on avait voulu privilégier en priorité parce que on est un petit club, on va dire, un peu plus familial. On a entre 130 et 140 licenciés, je crois, sur l'année. Donc, on est assez proche de tous nos licenciés et effectivement, le fait d'avoir été séparés dû à la crise, ils étaient tous demandeurs. On a lancé aussi quelques petits projets là, pendant les confinements de vidéos, etc. Ils ont répondu présent. Ils nous sollicitent parce qu'ils sont très demandeurs d'activités. Et je crois, c'était vraiment important de pouvoir proposer une journée pour regrouper tous ces bénévoles et surtout d'avoir un challenge où tout le monde pouvait y participer. Donc ça nous tenait vraiment à cœur. Au niveau de notre comité, j'ai le même projet pour les dirigeants des clubs et les responsables des clubs. Justement, dès qu'on pourra le faire, on le fera, en espérant qu'on créera une dynamique au sein des dirigeants dits un peu plus importants, présidents, encadrants, etc. Pour qu'après, au niveau des clubs, ça revienne et que les parents, les autres dirigeants bénévoles puissent bénéficier de ce genre de rencontres et de retrouvailles, entre guillemets, dans la convivialité et la joie de se retrouver. Je te rejoins tout à fait, Christophe. Je pense que ça sera la base de tout, du relancement de notre activité. Hein. C'est le lien social qu'on va réussir à remettre entre tout le monde et pas seulement nos licenciés, mais aussi tous les acteurs qui y a autour, les parents qui nous accompagnent. Et ça va être voilà, la mission de chaque club de remettre une dynamique. Et l'idée de projet que propose les Vézères est très pertinente et je trouve que voilà, c'est ambitieux et il y a vraiment des choses à faire et des idées à prendre. Donc, moi, je dis bravo à Montignac pour ces idées-là. J'espère vraiment qu'on va pouvoir les réaliser parce que c'est vraiment là la problématique. On manque de perspective quand même à l'heure actuelle, même si on espère bien en sortir un jour de ce Covid. Mais en tout cas, c'est très pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Martine, oui. Tu as une question ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'adhère à tout ça. Donc, c'est vrai qu'on travaille à ce qu'on va pouvoir organiser justement fin juin, début juillet pour les parents, les dirigeants, parce que ça, c'est vraiment important de raccrocher un maximum de wagons à la locomotive. Hein. Et tout le monde en a envie. Et donc, on est justement sur ces projets avec le Handicap, justement, de petits tournois et même d'associer exactement aussi tous nos sponsors. Ça, c'est très important aussi. Voilà. C'était prévu en cours de saison, ça n'a pas pu se faire. Donc ça, on essaie de voir tout ça pour la fin de saison, le début d'été, et l'été, quoi. Hein. Donc, on travaille là-dessus. Et après, je rejoins Sébastien. Je pense qu'il va falloir aussi qu'on arrive à avoir des projets cet été pour août, juillet. Alors, en juillet, d'habitude, beaucoup de clubs coupent, mais on ne peut pas couper cette année. Il faut vraiment qu'on arrive à mettre de la continuité dans l'alternance qu'on a à l'heure actuelle due à la crise sanitaire et de façon qu'on ait du lien le plus possible avec nos licenciés. Quoi. Et les parents qui tournent autour aussi, parce que les licenciés, la plupart ont besoin de leurs parents pour venir s'entraîner. Donc, ça sera très important et l'enjeu de cet été 2021. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Clara et Bernadette ? Du coup, on va pouvoir enchaîner. Alors, du coup, la dernière partie, c'est moi qui vous présente un projet. Alors, il y a des projets un petit peu dans tous les sens. Moi, j'ai mis un projet plutôt basé sur un collège et sur de la féminisation parce que j'ai ouvert une section découverte dans un collège, dans un quartier prioritaire à Anne-Franck, dans le Gour de l'Arche, un quartier de Périgueux. Donc, l'idée, c'est un projet que je vais mettre en place au mois de juin jusqu'aux grandes vacances scolaires. Qui est lié à cette section. Alors, cette section est née sur du développement. Il n'y a à l'heure actuelle que 2 filles qui sont licenciées au club. L'idée, c'est de vraiment proposer
du handball à des filles qui n'ont pas accès forcément à la pratique, qui vivent aussi, les immeubles sont juste à côté du collège, le collège est très central et l'idée c'est qu'elles puissent pratiquer du handball une fois par semaine dans le cadre et dans leur emploi du temps. Et donc du coup j'ai monté un petit projet là, de fin de saison avec elles que je vais essayer de faire vivre si les conditions sanitaires nous le permettent et si tous les collégiens et primaires vont pouvoir reprendre les écoles normalement. Je vais vous partager mon écran. Je vous remets le contexte et de qui je suis, même si je pense que je suis à peu près, pas mal de personnes me connaissent. Donc, je suis salarié au club de Périgueux Handball et je suis aussi mutualisé sur des missions avec le club de Champs-Vinel, sur le comité départemental 24 sur la sélection départementale filles et aussi j'ai des missions dans le cadre de l'ITFE. Donc multicasquette et donc ce projet-là est aussi dans le cadre d'une formation que je suis en train de faire qui s'appelle certificat de formateur. Je ne vais pas vous rentrer dans le jargon des formations, mais voilà le pourquoi et pourquoi je suis rentré en formation. Voici, si ça veut bien. Pardon. Donc, j'ai décidé de créer un projet qui s'appelle le Handlanta avec la section découverte du collège Anne-Franck. Donc, vous pouvez voir la pertinence que j'ai pris un petit peu le nom de Koh-Lanta transformé en version handball. Je l'ai banalisé sur 6 vendredis avec une aventure par vendredi. L'idée, c'est de finir cette année qui a été entrecoupée pour les filles qui n'ont pas pu accéder à tout ce qui était prévu pour elles dans cette année parce qu'en plus d'intervenir une fois par semaine et d'avoir une séance de handball, elles ont aussi dans leur cursus des matchs de gala où elles peuvent venir voir des filles jouer en National 3 ou en championnat de France et un partenariat aussi avec le club sur l'entraînement moins de 13, c'est-à-dire que toutes ces jeunes filles sont invitées avec leurs parents à venir s'entraîner tous les lundis avec les licenciés. Avec l'idée, bien sûr, il y a une idée de développement et que certaines filles puissent prendre une licence et pratiquer, mais aussi pour qu'elles fassent partie intégrante du projet club. Parce que c'est pour moi très, très important et pour le club aussi qu'on n'ouvre pas une section découverte pour juste faire de la féminisation et faire découvrir le handball, mais aussi qu'elles découvrent toute la vie et tous les projets du club qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai articulé ce projet-là assez simplement. Vous allez voir, c'est une slide assez rapide. Donc, c'est 15 filles de la 6e à la 5e. Il y a 3 équipes de filles, 3 équipes de 5 qui vont s'affronter pendant les 6 vendredis. L'idée est de créer de la cohésion, de leur proposer une activité adaptée à la situation parce que les protocoles sanitaires nous posent quand même pas mal de problèmes pour offrir des pratiques différentes. Donc, à nous de nous creuser la tête et de trouver des choses qui soient adaptées. Le totem de la roucoulette. Donc, j'ai repris quand même un petit peu de termes handball pour que ça ait du sens et du lien. L'idée, c'est qu'à chaque vendredi, une équipe remportera le totem suite aux aventures qu'elles vont vivre. Et ensuite, toutes les aventures vont être sur de la cohésion et du travail d'équipe. J'ai prévu une petite course d'orientation avec des énigmes pour trouver les énigmes et arriver premier. L'équipe qui arrivera première gagne le totem. C'est un exemple. Il y aura bien sûr du hand à 4 et j'ai intégré du tchoukball parce que dans le contexte sanitaire, le tchoukball rentre dans le cadre de pas de contact. Bien sûr, on l'a adapté un tout petit peu, mais ça permet quand même de mettre en place 2 mini-tournois collectifs avec du hand à 4 et quand même la pratique du handball avec un tchoukball. L'idée vraiment, c'est qu'elles vivent cette dernière fin d'année jusqu'à juillet sur un projet ensemble avec des équipes et de la cohésion et qu'elles aient vraiment l'idée de vivre une aventure avec pour finalité la possibilité pour les filles à la rentrée de passer un week-end en immersion avec les joueuses du club de Périgueux Handball. Donc, il y aura une moitié d'équipe qui passera un temps avec les joueuses de la N3 et une partie d'équipe qui passera un week-end d'immersion avec les U17 championnats de France. L'idée, c'est de créer ce petit projet-là avec elles et que derrière, il y ait quand même une récompense et de pouvoir vivre un week-end avec des joueuses qui jouent en National 3, même niveau régional et championnat de France, qui pour elles, il y a un bon niveau de handball puisque elles découvrent le handball dans leur collège
et elles sont plutôt intéressées par pour pouvoir voir un petit peu plus de la culture handball, qui n'est pas non plus très présente dans notre commune à Périgueux, puisque le sport phare quand même est beaucoup le rugby et le basket. Et le sport féminin, nous, on commence à émerger, mais elles n'ont pas d'habitude. Et l'idée, c'est quand même de les habituer à pouvoir venir voir ces équipes-là. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce petit projet. J'ai voulu une intervention simple avec voilà, des idées que je pense que tout le monde peut reprendre et adapter, même dans sa structure avec ses licenciés. C'était pour cela que j'ai créé ce Handlanta, et puis être un peu dans l'air du temps, puisque Koh-Lanta a plutôt la cote au niveau des jeunes. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Quels sont les plus gros freins qu'on peut rencontrer sur la mise en œuvre des activités physiques aujourd'hui? Je pense que les plus gros freins à l'heure actuelle sont plus liés par le contexte sanitaire. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on peut faire? Et on voit bien que c'est compliqué même dans les protocoles qu'on nous envoie, parce que vous avez tous vécu les différents protocoles qui arrivent, qui reviennent, qui font des va-et-vient. Je pense qu'il faut rester dans une pratique saine et pas trop prendre de risques, et rester vraiment dans les préconisations et dans ce qu'on peut faire. Bien sûr qu'on va pouvoir relancer peut-être une dynamique différente. Je pense qu'on va être plus libre pour créer des pratiques, mais là, on est lié au Covid. Hein. Malheureusement, on n'a pas le choix. J'aimerais vous dire autrement, mais je pense que ce n'est pas possible autrement à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dimitri, je vais être obligé de vous quitter. Donc, moi, je voulais juste encore te remercier de l'initiative de cette soirée, qui a été très, très riche. Je conserve l'idée que tu proposes de venir accompagner les clubs de Lot-et-Garonne qui souhaiteraient être accompagnés justement dans cette phase de reprise de l'activité. Et on t'accueillera avec grand plaisir dans notre département, comme toutes les personnes qui veulent nous filer un petit coup de main. Encore merci. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et excusez-moi, je suis obligé de vous laisser. Au revoir, Christophe. Et encore merci. Merci, Christophe. Il n'y a pas de souci. Christophe, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Magali. Et donc, pour faire le lien un peu avec ce que vient de dire Christophe, je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui ont coché juste le webinaire. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à aller sur l'accompagnement global de cette offre qu'on vous propose, il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir. Vous m'envoyez un petit mail, vous nous dites, écoute, ça m'intéresse d'être accompagné un petit peu plus sur la structuration d'un projet. Et ça sera avec grand plaisir que je vous intégrerai au collectif qui va se montrer. Pour l'instant, j'ai 6 clubs qui se sont inscrits. Après, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui sont venus là aussi pour découvrir et voir ce qu'on allait proposer. L'accompagnement peut être fait après, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de mettre de la proximité avec vous, mettre aussi de la proximité du comité, de vos comités respectifs avec vous, parce que je pense que les états des lieux de chaque structure vont être différents, il va y avoir des besoins différents. Et je pense qu'il va falloir être en capacité de vous accompagner le mieux possible, et après que les comités puissent prendre aussi le relais sur vous accompagner dans les clubs où il y a peut-être beaucoup de dangers à la reprise de l'activité, pas lié qu'au Covid. Donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, vous me dites, voilà, je veux bien rentrer dans la boucle. C'est avec grand plaisir que je vous intégrerai. Il y a plein de personnes qui n'ont pas pu assister au webinaire ce soir et qui sont intéressées à rentrer. Ce n'est pas un frein. Ce n'était pas obligatoire d'assister au webinaire pour rentrer dans cette démarche-là. Et après, si vous avez toute autre question, je suis disponible. Pas de questions? Et concrètement, comment ça va se poursuivre? Parce que tu vas pouvoir suivre combien de clubs? Moi, je trouve très intéressant la dynamique de ce soir sur, même si ce n'est pas toujours facile de s'exprimer, enfin de poser toutes les questions peut-être qu'on voudrait, mais comment on peut continuer finalement ce partage d'expérience?
Alors, après, l'idée quand même de la formation, enfin de cette offre que je vous propose, c'est derrière un accompagnement, il y aura un présentiel de secteur, c'est-à-dire que je vais proposer une réunion de secteur en fait qu'on aura ensemble avec les clubs qui veulent travailler. Alors, ça sera peut-être une dans le 47 et deux dans le 24 ou une dans le 24. L'idée, c'est que à la suite de ce webinaire, je vais vous envoyer un mail avec du contenu et des documents qui vont vous aider à réaliser un projet. Surtout un document, une méthode pour remplir un projet facilement. Vous verrez, c'est très ludique, c'est à base de questionnaires et c'est assez interactif. Donc, il n'y a pas vraiment de gros frein. Je pense qu'en 20 minutes, vous devez avoir rempli le document avec derrière un petit questionnaire qui vous apporte tous les éléments très importants à avoir dans un projet. Et ensuite, commencez-vous à réfléchir à un projet que vous voulez mettre en place dans votre structure. Parce que ça aussi, c'est cette démarche-là à partir de vous et de l'état des lieux de votre structure. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire et est-ce que j'ai des personnes ressources qui sont prêtes à venir avec moi à l'heure actuelle dans ma structure? Donc, ça va aussi vous donner une idée de quel projet vous allez pouvoir mettre en place. Parce que c'est sûr qu'un club qui a peut-être que 4 personnes ou 3 personnes qui sont motivées ne va pas proposer la même chose. Et peut-être ne pourra proposer qu'un petit projet. Mais l'idée, c'est de proposer quelque chose quand même à nos licenciés, parents et bénévoles qui sont autour. Et mon rôle à moi, ça va être de vous coordonner et d'irriguer le mieux possible le choix de votre projet pour qu'il soit réalisable et qu'il y ait de la vie dans vos clubs. Parce que moi, la priorité, c'est que vous remettiez du lien social à travers un projet dans vos structures. Et donc, vous avez ce rôle-là. Et après, je vous enverrai un petit peu à tous les clubs qui veulent participer à ce projet, le ruban que j'ai créé pédagogique pour vous expliquer un petit peu comment ça va s'organiser et comment on peut le réaliser. Donc, il y a tout un document qui est prêt à l'envoi. Vous le recevrez dès demain pour les clubs qui continuent l'aventure sur ce projet-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Avant tout, je vais remercier Bernadette et Clara pour leur intervention. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire parce que je pense que ça a donné sa richesse et montré aussi que des petits clubs avec des bénévoles peuvent mettre des projets en place ambitieux et qui soient pertinents par rapport à leur structure. Je remercierai aussi Sébastien Marc pour son intervention par rapport à présenter le club de Marmande et les diverses actions qui sont mises en place. C'était très intéressant et très riche. Et après, je remercierai tous les clubs qui sont connectés. Donc, je vais essayer de ne pas en oublier. Normalement, il y avait le club de Brax, de Agen, de Marmande, de Beroche. Il y avait Champs-Vinel, il y avait le Périgueux Handball, il y avait Chamier, il y avait Sèvres, il y avait Vallée-Vézère, il y avait Brantôme, il y avait Montpont et la JSA. Si je n'ai pas fait... et il y avait Saint-Aulé. Normalement, je devrais avoir fait le tour de tous ceux qui étaient présents et remercier Patrick, Colin d'avoir récupéré les questions et Magali pour l'intendance. Si vous avez des questions, je suis à votre disponibilité, il n'y a pas de souci. Sinon, je vous souhaite le meilleur pour vous et prenez soin de vous. Bonne soirée et merci à tout le monde. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut. Merci, au revoir. Merci, Dim. Avec grand plaisir. Merci. Salut Dimitri, ciao. Salut. Bonne soirée tout le monde. Salut coach. C'est moi, au revoir. Bonne soirée. Salut Bernadette. À bientôt. Oui, avec grand plaisir. Merci. De rien. Peut-être que j'active mon micro, ça marchera mieux. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je suis en train de relire. Tu peux couper l'enregistrement, je pense. Ouais, en fait, je crois qu'il s'est coupé tout seul à un moment donné. Non, ça enregistre. D'accord, ok. Parce que moi, j'ai toujours l'icône. Ok, arrêtez l'enregistrement.